Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre journal de 15 heures et les titres de ce journal. Djibouti a participé aux Olympiades internationales de langue française en ligne, compétition co-organisée par le Confément et l'Organisation internationale de la francophonie. Et sur la scène internationale, les dirigeants ouest-africains réunis au sommet au Nigeria ont de nouveau exigé dimanche des élections en février au Mali et imposeront des sanctions. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Au Djibouti a participé aux Olympiades internationales de langue française en ligne, compétition co-organisée par la Confément et l'Organisation internationale de la francophonie du 7 au 9 décembre. Les Olympiades internationales de langue française visent à renforcer l'usage du français chez les jeunes francophones ainsi que les opportunités d'échange linguistique, culturel et de mise en réseau. Elle comporte une épreuve écrite individuelle qui consiste en un essai argumentatif d'1 heure et un débat réalisé en équipe portant sur des sujets d'actualité. Sans gêne de 20 pays sur 3 continents se sont affrontés. Les résultats ont été proclamés ce jeudi 9 décembre dans le cadre d'une cérémonie de clôture virtuelle et la République de Djibouti a remporté le premier prix à l'épreuve écrite dans la catégorie B2 qui est un niveau avancé dans la maîtrise de la langue et le quatrième prix à l'épreuve orale. Bravo à nos 5 jeunes élèves qui ont représenté la République de Djibouti et qui viennent de contribuer à son rayonnement international par cet exploit linguistique et intellectuel. Le roi à l'épreuve écrite est Wilson Abdelkader Salah du lycée de Balbala et sera récompensé par les organisateurs par une médaille d'or, une attestation ainsi que par un prix d'une valeur de 1 000 € qui sera remis par le ministre de l'Éducation nationale conformément au règlement des Olympiades. Le ministre de l'Éducation nationale adresse ses sincères félicitations aux 5 élèves, à leurs parents, leurs proviseurs, ainsi qu'aux équipes de l'inspection générale, l'inspection de français et des vies scolaires qui ont coordonné, suivi de très près la sélection puis la préparation de nos élèves, ces 2 derniers. La République de Djibouti a participé aux Olympiades internationales de la langue française courant du mois de décembre 2021. Ces Olympiades ont porté sur à la fois des épreuves écrites et orales et la République de Djibouti a eu l'honneur de remporter les premiers prix dans la catégorie B2 de l'épreuve écrite et s'est classé au 4e rang pour les débats télévisés via Zoom. Donc c'est un honneur pour d'abord les lauréats eux-mêmes, l'équipe nationale, mais aussi un honneur pour le ministère de l'Éducation nationale, un honneur aussi pour toute la République de Djibouti. Donc aujourd'hui, dans cette remise de prix, Son Excellence le ministre de l'Éducation nationale a remis au lauréat Wilson Abdelkader qui a été le premier de la catégorie BD. Il a également tenu à remercier l'équipe nationale qui a eu aussi des résultats honorables au débat télévisé en remettant individuellement à chaque participant un ordinateur de dernier cri. Et donc ça, c'est vraiment en l'honneur de ces lauréats qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Autre actualité de ce journal, en ce lundi 13 décembre, c'est à Kempinski Hotel que la 9e réunion du comité de pilotage régional du projet de réponse au développement à l'impact lié au déplacement des réfugiés, parrainé par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et l'IGAD avec l'appui de la Banque mondiale, une journée consacrée aux 27 000 des déplacés de pays limitrophes sur le sol djiboutien. En effet, la DDS, Agence djiboutienne de développement social, mène depuis sa création des actions communautaires pour améliorer le quotidien de la population les plus défavorisées. Il intervient dans plusieurs sociales telles que l'éducation, la santé, l'électricité, également les activités communautaires. L'Agence de développement social tente également de promouvoir le développement rural, les projets de filets sociaux de sécurité, l'employabilité des jeunes et le développement de l'artisanat. Les pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, l'Éthiopie,
L'Ouganda, Djibouti, le Soudan et la Somalie ont durant cette journée exposé leurs projets et perspectives à travers une projection. La mise en œuvre du Kenya Development Response to Displacement Impact Project pour les communautés locales a attiré l'attention des pays de la Corne de l'Afrique pour évaluer les succès et les défis du projet avec l'appui financier de la Banque mondiale. La délégation qui est invitée dans la journée de demain va visiter les sites réhabilités à travers des innovations structurelles. Voici également l'intervention qui nous suivra du directeur de l'Agence pour le développement, M. Mahdi. Dr Deep est centré sur le thème de l'amélioration de l'accès durable aux solutions énergétiques en faveur des communautés d'accueil de réfugiés dans la Corne de l'Afrique. C'est sur ces points précis que les participants à cette réunion comptent beaucoup à apprendre et éventuellement s'inspirer des pratiques et du modèle djiboutien afin de relever les défis qu'éprouvent les populations défavorisées pour accéder à l'énergie, en particulier les énergies renouvelables. Écoutons à présent les propos du ministre de l'Énergie. Le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, que j'ai l'honneur de diriger, prépare et exécute en effet la politique du gouvernement en matière d'énergie à travers notamment une politique d'investissement et de développement des sources d'énergie renouvelables. Il a également en charge de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'accès et d'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti. Conformément à cette lignée tracée par le président de la République, nous avons mis en œuvre une intervention énergétique robuste qui pourrait fournir des leçons à d'autres pays en termes de création d'accès à des solutions énergétiques alternatives dans les communautés d'accueil des réfugiés dans la ville de Bok, dans le village de Holhol, mais aussi d'Ali Adé dans la région d'Ali Sabié. Conscient de la situation difficile que peut causer l'absence d'électricité, nous avons impulsé une politique d'accès à l'énergie en faveur des réfugiés. C'est dans cette optique que nous avons engagé des investissements en énergie alternative. Cela a permis de capitaliser sur l'extension du réseau électrique afin d'assurer les éclairages publics dans les camps de réfugiés, mais aussi des connexions pour nos écoles, les dispensaires, mais aussi dans les foyers. Le réseau d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie alimente déjà toute la lignée des villages dans la région d'Ali Sabié, en passant de Galilée à Ali Sabié, d'Aspio, Holhol et enfin directement sur la ville de Djibouti. Mais aussi l'extension du réseau dans le chef-lieu de Bok aussi a permis de couvrir l'ensemble des besoins énergétiques en assurant une couverture 100% contre 60% auparavant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accompagner la DDS pour l'exécution de tous ces projets et le ministère de l'Énergie va soutenir, va assister, mais accompagner surtout tous les projets d'envergure que, notre bras armé, la DDS, va fournir sur l'ensemble du territoire national en matière d'énergie. Poursuivons avec les dires de la ministre des Affaires sociales, Mme Olufa. Écoutons. C'est autour de ces engagements et de ces valeurs que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que son agence d'exécution, l'Agence djiboutienne de développement social, a construit ses actions et programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité. Sur le droit à la sécurité alimentaire, nous avons initié le programme national de solidarité famille. Quant à la santé, nous avons donc initié des programmes PASS, qui sont des programmes d'assurance maladie pour les plus vulnérables, mais également dans le domaine du droit à l'éducation, il y a eu des programmes d'alphabétisation sur tous les territoires, aussi bien pour les populations locales vulnérables, mais également pour les populations hautes, les réfugiés. Nous avons également, avec l'intermédiation de la Fondation Droit au logement, qui a été créée par le président de la République, également donné un droit au logement aux plus vulnérables d'entre nous, et dont la plupart sont même des personnes à handicap, qui portent un handicap. Le droit également à l'accès à l'eau, et d'ailleurs le projet donc, le plus tangible et le plus apparent, c'est le projet du Dr Deep mené par la DDS et qui vraiment a été salué par le gouvernement de la République de Djibouti
Vraiment, nous remercions également à ce titre que l'IGAD ait choisi de faire sa cérémonie, sa 9e cérémonie ici à Djibouti, et nous en sommes vraiment reconnaissants. Soyez-en remerciés. Le droit également à l'électricité à travers le projet PED, projet d'électrification durable en partenariat avec l'électricité de Djibouti. Mesdames et messieurs, le projet Dr Dib Djibouti, financé par la Banque mondiale et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social, s'inscrit dans cette volonté de renforcer le droit à l'accès à une énergie fiable, durable et abordable. Dans ce domaine, je suis persuadée que l'expérience et les avancées réalisées par l'Agence djiboutienne de développement social peuvent servir de base d'échange fructueux de la communauté du Dr Dib. Le général de corps armé, général Zikri Cheikh Ibrahim Bor, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin à 9h à la salle d'honneur du camp Cheikh Ousmane l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, M. Umo Utsaka. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays. Le CMK a d'abord adressé ses vives félicitations au diplomate japonais pour son accréditation à Djibouti et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour au République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. En outre, le général Zikri Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens fraternels. En effet, les forces d'autodéfense japonaises sont particulièrement impliquées dans la formation des FAD au métier de gestion des risques et catastrophes naturelles et la formation de la conduite des engins lourds tels que le bulldozer, la niveleuse, etc. De son côté, le nouvel ambassadeur du Japon, M. Umio, s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. L'ambassadeur a remercié également le général Zikri Cheikh Ibrahim pour son implication personnelle et soutien permanente quant à l'installation à Djibouti de la base des forces d'autodéfense japonaises. Le diplomate japonais s'est engagé à œuvrer davantage pour affirmer, consolider et élargir ses liens de coopération. Cette visite de courtoisie s'est terminée par la photo de famille. Le médiateur de la République, Moumin Ahmed Cheikh, a reçu dans son cabinet ce matin la nouvelle représentante du PNUD, Mme Emma. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de prise de contact de la nouvelle représentante avec les membres du gouvernement. Le médiateur et la représentante ont abordé ensemble les voies et moyens de renforcer la coopération existante. L'entrevue entre les deux personnalités s'est clôturée par la promesse de faire avancer les choses dans la main et de faire le plaidoyer pour obtenir les moyens de réussir leur mission commune. Le directeur général de l'RTD participe aux travaux des réunions de l'Union de radiodiffusion des États arabes au Riyad. Les travaux de la 41e Assemblée générale et le Conseil exécutif de l'Union des radiodiffusions des États arabes dénommé ASBU ont débuté ce lundi à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. La République de Djibouti, représentée par le directeur général de la RTD, M. Aden Abdi Jama, accompagné du rédacteur en chef de la section arabe, M. Mohamed Jabir. La cérémonie d'ouverture a vu la participation aussi des chefs et directeurs des institutions des médias du pays arabe. En outre des partenaires de l'Union ASBU, la session d'ouverture a été marquée par une présentation visuelle de la marche ou de la carrière de l'Union, considérée comme l'une des institutions les plus importantes de l'action arabe commune. L'une des sessions sera également consacrée à la tenue d'un colloque sur le thème les médias arabes face aux médias numériques mondiaux. Notons enfin que le directeur général de la RTD s'est rendu hier à l'ambassade de notre pays au Riyad, où il a été reçu par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti et doyen du corps diplomatique auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Mahrama. Les deux parties ont discuté en profondeur des moyens d'améliorer et de développer la coopération entre la RTD et les organisations et institutions médiatiques arabes, en particulier avec l'autorité de la radio et de la télévision du Royaume d'Arabie Saoudite. Toujours dans l'actualité nationale ou dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le ministère du Budget et TICA, a organisé hier une cérémonie de remise de matériel bureautique et informatique et remise des certificats de formation des produits artisanaux de la coopérative artisanale et culturelle aux personnes handicapées au siège Vive Plus Fort. Ce siège permettra d'améliorer la protection sociale de la population handicapée au niveau national, assurer la promotion et la prise en charge des personnes en situation de handicap vivant sur notre sol ou dans les régions de l'intérieur.
Les salles et espaces de ce local qui vont permettre de tenir des ateliers et des formations dont vont bénéficier les personnes en situation de handicap. Il s'agit d'une remise de certificats des personnes handicapées qui ont bénéficié de formations destinées à des produits artisanaux et culturels. Cette cérémonie également a été présidée par le directeur général de l'ANPH, M. Doual Saïd Mahmoud, et a vu la participation du président des réseaux des personnes de handicap, M. Idriss Moumin, le représentant du système des Nations Unies, M. Eric Overvest, le directeur général de la TICA, M. Koutlouhan Youssel, le militaire italien également stationné à Djibouti, les responsables du ministère du Budget et les responsables de cette agence. Et je crois que c'est une excellente initiative et je salue tous les efforts qui ont été faits à travers TICA, bien sûr le ministère du Budget, également avec l'appui et la rénovation du bâtiment avec l'armée italienne. Je suis ravi d'être ici avec vous en tant que représentant des Nations Unies. Nous faisons le plaidoyer et essayons d'appuyer tout ce qu'on peut pour l'appui à l'autonomisation et développement économique, social pour les personnes handicapées. Et donc je voudrais réitérer tout notre appui. J'espère que cette initiative que nous avons ici dans la ville d'Djibouti. Cette initiative prise par un partenariat qui s'est instauré conjointement. Aussi, en tant que TICA, moi, je suis l'un des premiers inspirateurs de la rénovation et la remise en état de ce siège. Et aussi, cette inspiration, c'est monsieur le directeur qui est passé à l'action d'une façon très efficace. Et aussi, il a mobilisé tous les partenaires pour réhabiliter et aussi transformer ces sièges dans un centre de production dans tous sens aussi. Et je vous souhaite aussi cette coopération se poursuive dans le futur proche. À son tour, le directeur général de l'ANPH a exhorté que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des personnes à besoins spéciaux et de faciliter l'insertion sociale. Je vous emmène au nord à présent où le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed Ismail, accompagné du secrétaire général, M. Omar Hassan, s'est rendu à Korangar, accueilli par le sous-préfet de Korangar, M. Mohamed Ali, dans la journée du lundi 13 décembre. La localité de Korangar est la première étape d'une série de rencontres avec la population afin de présenter le bilan quinquennal du 2017-2021 du conseil régional d'Obok. À son arrivée, le président fut accueilli par le sous-préfet M. Mohamed Ali et les notables du village. C'est un exercice de recevabilité auquel se sont livrés les élus locaux. La cérémonie a commencé par le mot de bienvenue du sous-préfet et du chef de village, sont suivis par l'intervention du président du conseil régional d'Obok qui a remercié la population de Korangar pour leur hospitalité, mais aussi pour leur engagement au développement local. Le secrétaire général du conseil régional, après cela, les deux parties ont mené un débat constructif et serein axé sur les réalisations des élus et sur le développement local. En marge de la cérémonie de présentation du rapport quinquennal des élus à Korangar, la population de Korangar ont salué cette initiative noble qui reflète l'esprit de faire la communauté au cœur de la politique de collectivité locale pour gagner la confiance des électeurs. Dans mon déplacement, j'ai été accompagné par le secrétaire général et à l'arrivée, nous avons été accueillis par le sous-préfet, M. Mohamed Ali Omar et la population de Korangar qui nous ont bien accueillis. À travers donc, ces bilans, c'est tout ce que le conseil régional donc, a pu faire en 5 ans que nous avons voulu montrer à la communauté. Et l'occasion a été également pour nous d'échanger avec eux sur ce que nous avions de promis à l'époque sur notre feuille de route, sur ce que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui, sur ce qu'on n'a pas pu faire également. Et donc la principale idée étant qu'on puisse recueillir les recommandations de la communauté. Et nous, dans nos recommandations, ce que nous avons retiré, c'est que la communauté a pu apprécier dans les bilans que nous avons fait passer auprès de la communauté. C'est un bilan qui a été vraiment bien discuté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été soulevées.
Il est l'heure de l'appel. Lui, toujours au nord, à Obok, où le président du conseil régional a fait des visites d'inspection des grands travaux dans la sous-préfecture. Le président a constaté de visu l'état d'avancement des travaux de la construction. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre des projets Dryland, qui s'est rendu aussi à Rassian pour inspecter les travaux de construction d'un complexe hôtelier que le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamil, a lancé officiellement récemment. Dans son intervention au micro de la RTD, le président a rappelé que la sous-préfecture de Korangar est aujourd'hui la deuxième ville après Obok, que l'État a investi énormément pour redresser le développement, que toutes ces initiatives s'inscrivent dans la ligne droite de la politique du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui ne ménage aucun effort pour améliorer le développement du pays. J'ai également voulu profiter de mon passage ici à Korangar pour visiter les infrastructures et les projets qui sont ici en cours. Donc ainsi, j'ai pu voir les projets dans Dryland qui mènent en exécution, la construction par exemple, l'élargissement on va dire de l'école fondamentale, les postes de santé, la pêcherie. Nous avons également pu voir, et là où nous sommes actuellement, donc nous sommes ici donc à Rassian, qui relève également de la sous-préfecture de Korangar. Et à Rassian, je suis venu voir dans du visu les avancées dans les travaux de cet important hôtel qui sera bientôt achevé. Je précise également que ces deux grands projets sont dans la sous-préfecture de Korangar et que ce sont des projets qui sont initiés par le président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Et ceci montre également l'appui que l'État apporte à la région, en mettant en place dans ce qu'on appelle les projets d'infrastructures qui sont importantes. Les travaux ça avance bien également, et la communauté de Korangar avec à sa tête le local et les sous-préfets également sont enthousiasmés. Et nous, dans nos recommandations, et ce que nous avons retiré, c'est que la communauté a pu apprécier dans les bilans que nous avons fait passer auprès de la communauté. Passons aux actualités à présent au-delà de nos frontières. Comme mentionné dans les titres, rassemblés à Abuja, les dirigeants des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont donné aux autorités maliennes jusqu'au 31 décembre pour présenter un plan pour la tenue des élections à la date prévue. À défaut des sanctions dont la nature n'a pas été précisée, entreront en vigueur le 1er janvier, a-t-on appris de sources proches de la CEDEAO. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise, Goodluck Jonathan, se rendra dans les prochains jours au Mali pour des discussions avec les autorités, a précisé cette source. La CEDEAO est donc passée outre à la tentative d'apaisement du président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, qui s'était engagé avant le sommet à soumettre un calendrier électoral avant le 31 janvier. C'est tout pour cette édition des 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.